Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Filmeka Bike and Cars. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter un youtubeur, le youtubeur Fruit Ninja. Donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur des jeux en rapport avec le manga, des jeux indépendants et principalement sur le jeu Yandere Simulator. À l'occasion, allez voir sa chaîne. Si vous aimez, abonnez-vous. Sinon, partagez un max la chaîne de Fruit Ninja, ça me ferait extrêmement plaisir. Je voudrais le soutenir parce que ce youtubeur, il y a un mois et demi, s'est malheureusement fait pirater sa chaîne YouTube alors qu'il approchait des 100 000 abonnés. Et je voudrais le soutenir, je voudrais l'aider. Donc s'il vous plaît, partagez sa chaîne un max sur les réseaux sociaux et compagnie, parlez-en autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Je voudrais absolument soutenir ce youtubeur, même s'il a refait notre chaîne YouTube, il a perdu 3/4 de ses abonnés, et de son grand objectif d'atteindre les 100 000 abonnés, je voudrais vraiment aider, donc s'il vous plaît, faites-le au nom de la FMBAC Family, faites-le pour moi, mais aussi pour ce youtubeur, ça me ferait extrêmement plaisir. Je voudrais absolument l'aider parce que c'est vraiment dégueulasse ce que ce pirateur a fait, alors qu'il approchait des 100 000 abonnés. Ça faisait 6 ans qu'il était sur YouTube, 6 ans qu'il avait cette chaîne, il a tout perdu en à peine une journée, donc c'est pour ça que je voudrais le soutenir, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mes abonnés, et je vous en serai éternellement reconnaissant d'avoir pu aider ce youtubeur, qui est juste un youtubeur phénoménal. Merci d'avance de vous abonner à sa chaîne si vous aimez ses vidéos et d'avoir partagé sa chaîne, d'avoir parlé également autour de vous. Ça me fait extrêmement plaisir, je vous en remercie d'avance. Alors bon, je sais, ça m'étonnerait que Fruit puisse voir un jour cette chaîne YouTube, mais si jamais tu passes par là, on ne sait jamais, sache que je te suis depuis que tu as 40 000 abonnés, avec mon compte perso bien évidemment. En fait, je te suis tout simplement depuis la vidéo où tu as présenté Sora. Continue les vidéos et je te souhaite du fond du cœur à ce que tu atteignes les 100 000 abonnés hyper rapidement. Donc courage à toi Fruit Ninja et bonne continuation. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Quant à vous mes abonnés, merci d'avance encore une fois de vous abonner à sa chaîne et de la partager un max. Je sais qu'on n'est que 200 par rapport à lui qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et que je sais que je n'aurai pas autant d'impact qu'une grosse chaîne, mais si ça peut aider ne serait-ce un petit peu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc encore une fois, si vous le faites mes abonnés, merci d'avance. Donc aujourd'hui on va parler moto, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. La moto elle est de marque Honda, de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Honda dont je ne sais plus le nom. De la Honda CB 750 4. Ceci est une chaîne 100% méca. Tout commentaire faisant référence aux voitures et motos électriques se verra supprimé et toute personne forçant ce type de commentaire se verra son compte bloqué par YouTube. Merci de votre compréhension. Histoire. La Honda CB 750 est un modèle de motocyclette produit à partir de 1968 et qui marque pour la plupart des observateurs le passage à l'ère de la moto moderne. Mais avant de rentrer plus en détail sur la Honda, on va faire tout d'abord un peu d'histoire. Alors, à la fin du 19e siècle, la motocyclette naît sous forme d'une bicyclette motorisée. La pratique de cette passion de la moto à l'époque se relève du parcours du combattant, notamment parce que les composants des moteurs étaient à l'air libre, arrosant d'huile tout l'environnement ainsi que le pilote. Aïe aïe aïe, ça doit brûler quand même. Démarrage qui était plus que délicat, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de démarreur électrique. Frein symbolique ou inexistant, donc symbolique ça veut dire que ça freinait vraiment peu. Confort et tenue de route embryonnaire, donc catastrophique. Fiabilité rudimentaire, donc à mon avis c'est 10 000 km et pas plus avec une moto. Et forcément, qui dit fiabilité rudimentaire dit forcément entretien important, rigoureux et coûteux, et ainsi de suite. À cette époque, la moto est surtout destinée à des usages professionnels, dont l'armée. Bien sûr, il y a d'autres domaines. Le progrès aidant, tout comme ça se faisait sur les voitures à l'époque,
La moto se perfectionne, mais conserve ses origines simples et rudimentaires. Elle devient en quelque sorte le véhicule du pauvre. Après la Seconde Guerre mondiale, la concentration industrielle fait disparaître la plupart des constructeurs de motos. Bien sûr, quelques marques résisteront, donc notamment les marques britanniques, Norton et Triumph, allemands BMW, italiennes Moto Guzzi et Ducati, américaines forcément Harley Davidson, et la France quant à elle reste constructeur d'utilitaires de petite cylindrée avec les marques Moto Bécane, Vélo Solex et Peugeot. Au début des années 60, les Japonais qui sont très forts intéressés à la moto après la Seconde Guerre mondiale arrivent en Occident avec une puissance financière et technologique impressionnante, badass. Ils commencent par asseoir leur notoriété par la compétition, engageant des modèles très perfectionnés dans les courses sur piste. 2 cylindres pour un 50 cm3, 6 pour un 250, le tout avec 4 soupapes par cylindre, double arbre-à-cam en tête et des régimes affolants jusqu'à 20 000 tours minute. Donc vers 1965, les Japonais forcément trouvent un terrain favorable en Europe et aux États-Unis, puisqu'à l'époque les fabricants européens avaient carrément disparu. Ils avaient forcément une bonne notoriété parce que justement ils gagnaient tous les championnats. Ils ont compris que les Occidentaux sont prêts à acheter à nouveau des motocyclettes pour peu qu'elles les séduisent. C'est-à-dire qu'ils vont principalement travailler l'aspect extérieur des motos. Alors les 4 plus grandes marques japonaises sortent des motos de petite à moyenne cylindrée qui donnent déjà bien du fil à retordre à la plupart des motos qui sont de bien plus grosses cylindrées. Le premier coup de tonnerre vient en 1965 quand Honda sort la CB450 avec double ACT, démarreur électrique et 170 km/h. Dès ce moment, la course au perfectionnement et à la puissance est engagée chez les Japonais avec des moteurs 4 temps chez Honda et de 2 chez les autres. Alors que le marché s'oriente à l'est, Honda sort en 1969 la moto qui marquera son siècle, la 750 4. Alors la 750 4, en dehors du frein à disque hydraulique, révolutionnaire pour l'époque, puisque c'était un élément qui était d'origine destiné aux motos de compétition, ainsi que les autres caractéristiques connues du modèle. La question que je peux dire, c'est pourquoi la 750 4 a eu un tel prestige. Alors probablement parce que c'est la première fois qu'autant de qualités sont réunies sur une même moto, une moto qui est capable de dépasser les 200 km/h, facile à démarrer, sans vibration ni fuite d'huile. Je pense que pour le pilote ça aurait été mieux, qu'il évite de se brûler la peau quand même, avec un équipement de qualité, que ce soit pour les compteurs, les clignotants, les commodos, etc. Une finition irréprochable, digne des véhicules automobiles allemands et de grand luxe, une esthétique mortelle, des chromes de très bonne qualité, un système électrique puissant, complet et robuste, des rétroviseurs qui sont pour une fois utilisables, et encore plein d'autres choses que je ne citerai pas, sinon la vidéo va durer 2 heures. Contrairement aux 2 temps japonais, le 4 pattes ne fume pas, ne grille pas ses bougies à tous les coins de rue, n'engloutit pas sur les réservoirs entre 2 stations-service, bref la 750 4 reste une moto utilisable. De plus, le marketing fera bien son travail, par exemple en imposant 4 échappements séparés pour bien marquer la différence avec les autres motos de son époque. Cependant, elle possède aussi des inconvénients. Une tenue de route qui était hésitant, autant dire nulle, puisque le bras oscillant manquait sacrément de rigidité et les amortisseurs arrière étaient peu robustes, étaient peu durs et forcément, qui dit amortisseur souple à l'arrière dit forcément une perte d'adhérence. Le freinage étant quand même bien évolué depuis il reste quand même merdique par rapport aux normes actuelles. Son éclairage était faiblard, des pneus d'origine qui ont autant d'adhérence qu'un savon dans une baignoire, une chaîne de transmission secondaire extrêmement fragile, à croire que ça a été fait en papier mâché. Les qualités de base de cette moto, que ce soit esthétique entre autres ou mécanique, la place tellement au-dessus des autres que forcément tous les préparateurs, les accessoiristes vont se précipiter pour lui régler tous ses inconvénients. Donc, les pneus européens ont permis à la moto de bien mieux adhérer. Les phares, ce sont des phares à iode, donc qui éclairent plus. Le rajout d'un deuxième frein à disque à l'avant, la fourche étant prévue à la base pour accueillir effectivement 2 disques sans modification, kit de chaîne duplex, etc. L'autre raison fondamentale du succès de ce modèle sera sa fiabilité qui se présentait dans sa conception, notamment par rapport à l'architecture de ce moteur et au fait que les bielles étaient surpayées. Les gros rouleurs atteindront du coup rapidement les 100 000 km
sans aucun souci, avec un entretien basique, en dépit de régime moteur élevé pour l'époque. Alors certains ateliers, comme Japoto, commercialiseront des kits 969 cm3 ainsi équipés. La Honda CB750 se dénommera Honda Japoto CB950 SS dans un premier temps, puis Honda Japoto 1000 VX à la suite de transformations esthétiques plus radicales. Ces machines engagées en endurance remporteront toutes les courses de prestige comme le bol d'or, et au final il faudra bel et bien attendre 4 ans de la part de Kawasaki pour présenter la Kawasaki 900 Z1 et ainsi produire une moto de route incroyable, une machine plus prestigieuse que la Honda. Le moteur. Alors pour finir, elle était équipée d'un 4 cylindres en ligne. Bon, ça c'est une architecture assez commune depuis 1903. Simple arbre à cam en tête. Elle faisait 67 chevaux, équipée de 4 carburateurs, donc un carburateur par cylindre. Nouveauté à l'époque, c'était le démarreur électrique, et son allumage quant à elle était un allumage batterie-bobine. Donc autant dire que la moto démarrait quand même assez rapidement, tandis que sa vitesse de pointe c'était 200 km/h. Donc oui, je me suis trompé, elle ne faisait pas plus de 200 km/h, elle allait vers 200 km/h. Et je m'en excuse. Alors malheureusement c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, commentez, likez et partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci de faire un tour sur la chaîne de Fruit Ninja, encore une fois, et de partager sa chaîne au maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie, sauvons le 100% de cas et à plus pour une prochaine vidéo.